7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Après la politique française, voici la politique américaine. Avec vous, Frédéric Martel, vous avez donc rencontré Steve Bannon à Washington. Alors là, c'est un exemple de non-bienveillance, n'est-ce pas ? Écoutez, l'entretien était plutôt bienveillant. Il a eu lieu chez lui à Washington. C'était le 14 février, donc un peu avant, c'est important, un peu avant le caucus du Nevada que Bernie Sanders a emporté magistralement. Avant aussi les deux débats télévisés qui ne se sont pas très bien passés, notamment pour Michael Bloomberg, l'ancien maire de New York, qui a été malmené par les autres candidats démocrates. Donc deux petits points pour préciser un peu le contexte. Alors, j'arrive chez lui, c'est une maison, un condominium, comme on dit en anglais, aux États-Unis, sur A Street, à Washington. Et c'est à la fois la résidence personnelle de Bannon et au sous-sol, son média. Il y a un studio de télévision, de radio. Et il anime avec son équipe, donc chez lui, étrangement, un talk show quotidien, baptisé War Room, centre de crise, un peu en français, diffusé partout aux États-Unis en podcast, en streaming sur le câble et sur le site warroom.org. Ça veut dire que Donald Trump il a travaillé avec lui pendant longtemps à la Maison-Blanche, mais là il est revenu au fond aux médias. Il m'a proposé d'assister au show pendant 2 heures à peu près pour regarder ce qui se passait, puis nous sommes restés ensemble en tête-à-tête dans sa salle à manger, sa maison et ses bureaux qu'il appelle étrangement l'ambassade Breitbart, du nom de son média, Steve Bannon. Nous sommes à l'ambassade historique de Breitbart, c'est véritablement la maison du populisme, du nationalisme ici aux États-Unis. On est à quelques mètres de la Cour suprême, 50 mètres. On voit ce grand temple grec qui a été construit et quelques centaines de mètres de la capitale de la nation. Nous sommes sur Capitol Hill. Nous sommes ici à cette table où Jeff Sessions, Stephen Miller et moi-même, on a eu ce déjeuner en janvier 2013, après les élections de 2012, pour déterminer ce que pouvait être une campagne populiste en 2016. Trump n'était pas encore présent, il est venu 1 an plus tard, il avait très peu d'intérêt pour la politique à l'époque. Et Jeff Sessions a dit « quelqu'un apparaîtra, on parlera des accords commerciaux, de l'immigration ». Et donc, on a eu un dîner ici en 2013 pour Nigel Farage. Farage a parlé des élections parlementaires européennes de 2014. Il a dit que son idée à lui, son concept, c'était le Brexit. C'était que le Royaume-Uni sorte de l'Union européenne. Donc, chaque grand événement autour du mouvement populiste a eu lieu ici. Et ça a émané de l'endroit où nous sommes. Et c'est votre maison ? Oui, ça fait 9 ans que nous sommes là. Je vis à l'étage du dessus. L'étage du milieu, c'est l'endroit, la salle à manger où on a des grands dîners, des gens. On a eu des dîners pour Bolsonaro, pour le Front National, en fait, le Rassemblement National. Les gens sont venus assez souvent. Louis Alliot, Jérôme Rivière sont venus souvent ici. Marion Maréchal était assise sur cette chaise-là. Elle est venue il y a 3 ans pour le CPAC et elle m'a parlé de l'école qu'elle voulait développer, qu'elle voulait créer. Elle est venue avec son conseil d'administration. Ils ont passé quelques heures pour revoir ses plans. Et moi, j'étais inspiré par ce qu'elle a fait. C'est là que j'ai fait le monastère en Italie, après. Donc vraiment, on a essayé de faire en sorte que ce soit comme au cours de la Révolution française. Vous savez, vous aviez ces clubs, ces salons. Vous savez, bon, moi je suis pas Madame Machin, là, mais bon, on a essayé de faire que ce soit un endroit comme ça. C'est là où il y avait les dîners, les déjeuners, les gens communiquaient. Moi, je vis tout à fait en haut. Et au sous-sol, on a un centre de crise. Et j'ai emporté ça de mon époque de Goldman Sachs, des époques des prises de pouvoir hostiles. Il y a des gens qui font de la recherche pour l'opposition. Et on a une émission par câble, des podcasts, des radios, des tas de choses que nous faisons. On a fait une série d'émissions pour la destitution. On le fait maintenant pour les élections de 2020. Et puis aussi, on en monte un pour la pandémie en Chine. Et on va faire plus de podcasts comme ça, centre de crise. La logistique se trouve là, au sous-sol, avec ces écrans de télé, ces ordinateurs, des gens qui travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est l'ambassade Breitbart. Là, on vient d'assister ensemble au show que vous faisiez en direct. Vous allez changer éventuellement le sujet en fonction de ce qui se passe ? C'est toujours le centre de crise. Il faut que les gens comprennent qu'on est différent des émissions de télé normales. C'est un lieu qui peut devenir un centre d'action.
on peut diriger les actions des gens. Je crois vraiment à l'engagement. C'est très important que la classe populaire ou les gens des classes moyennes, comme les Gilets jaunes, ces manifestations depuis décembre 2018, c'est très important que les gens soient engagés. Et ce qu'on fait avec ce concept de centre de crise, c'est que ce soit la destitution, ça durera aussi longtemps qu'il faut. Bon, d'abord, il faut que je vous dise qu'on a gravement perdu les élections en 2018 parce que les progressistes ont remporté la Chambre des représentants et ont mené à la destitution, comme je l'avais dit, parce qu'ils étaient motivés. Ils savaient que Trump était un président historique dans la transformation et les nouveaux venus ont dit « Mais non, l'homme orange est mauvais, il faut se débarrasser de lui ». Et dans les élections de 2018, les démocrates nous ont vaincus par 9 millions de voix. Ils ont gagné 40 sièges, ils ont réussi à mener ce procès en destitution de Trump. Et quand ça a commencé, pendant 3 semaines et demie, face à Nancy Pelosi, elle avait un boulevard, il n'y avait personne face à elle, et on voyait les sondages qui commençaient à aller contre Trump. Donc ce qu'on a fait ici avec ce centre de crise, c'était un lieu pour galvaniser les gens de droite, les électeurs de Trump, pour qu'ils aient un endroit d'où recueillir des informations. Et c'est important, on avait 2,5 millions de téléchargements sur notre podcast. On diffuse à travers le pays entier. Le podcast, c'est une façon facile de le faire. Donc, avec les accès qu'il y a ici, les gens du Congrès, les dirigeants venaient ici discuter de la destitution et envoyer les messages. Vous savez, les gens ont vraiment peu de temps. Ils ont vraiment une capacité d'attention réduite. Donc, si vous pouvez mettre vraiment de façon très concentrée 30-40 minutes par jour sur un podcast et avoir toute l'information nécessaire pour qu'il soit plus malin, plus intelligent. Vous avez vu, on le fait tourner 24 heures sur 24, de façon élaborée, mais simple. La voix de Steve Bannon, traduit par Maître Zlotowski. Vous l'avez rencontré, Frédéric Martel, et l'actualité politique américaine en ce moment, ce sont bien entendu les primaires démocrates. Oui, alors les primaires qui se déroulent actuellement, dans l'Iowa, c'est le maire Pete Buttigieg qui l'a emporté sur le fil. Au New Hampshire et au Nevada, c'est le favori qui a gagné, Bernie Sanders, déjà candidat malheureux contre Hillary Clinton en 2016. Ce samedi soir aura lieu la primaire en Caroline du Sud, où la question noire est décisive, avant le fameux Super Tuesday. Ça, c'est mardi prochain, le 3 mars, avec 14 États et un tiers de délégués. Ce sera pour nous dans la nuit de mardi à mercredi prochain. Alors, c'est ce jour-là que Michael Bloomberg, lui, l'ancien maire républicain, même s'il était un républicain modéré de New York, qui a fait l'impasse sur les 4 premiers scrutins, va pouvoir mesurer pour la première fois sa popularité démocrate. S'il devait affronter Donald Trump le 3 novembre prochain, nous aurions cette configuration atypique, un peu extraordinaire, et à front renversé, Trump, qui était à l'origine un démocrate devenu républicain, qui affronterait Bloomberg, un républicain devenu démocrate, je dirais l'impensable en somme. Mais bien sûr, rien n'est joué, rien n'est encore joué. Les primaires vont se dérouler État par État, peut-être jusqu'en juin ou juillet même, et la route sera longue. Personne ne peut vraiment prédire encore ce qui va se passer. Steve Bannon parle, lui, et parie sur cette entrée en campagne de Michael Bloomberg. On l'écoute. Moi, j'ai dit ça il y a 18 mois. J'ai dit Bloomberg va entrer dans la course. C'est comme un oligarque. Je crois que les Français doivent entendre cela. Michael Bloomberg a été vidé de sa boîte à 39 ans. Maintenant, il a 76, 77 ans. Il pèse 72 milliards de dollars. Quand moi j'ai commencé à parler de lui il y a 18 mois, je me dis, oh là là, il va rentrer dans la course, il va être important à cause de son capital. Maintenant, je veux dire, à l'époque, il valait 54 ou 58 milliards de dollars. Il a accru sa richesse par 14 milliards de dollars en un an et demi. C'est un capital à une échelle jamais vue précédemment. Le président Trump a des soutiens comme Sheldon Adelson, qui a engagé 100 millions de dollars, mais c'est les chiffres les plus importants de toutes les campagnes électorales. Bloomberg a dit « Je vais mettre 2 milliards de dollars si Bernie Sanders va être le candidat. Je vais mettre 2 milliards de dollars. Pour moi, je mettrai même plus. » Ça va être une course entre Bloomberg et Trump. Ça sera soit Bloomberg contre Trump, mano à mano, ou alors Bloomberg va avoir un autre instrument. Ça sera Bernie Sanders. Je ne parle pas d'Hillary Clinton. L'histoire du Parti démocrate, vous savez, dans ce pays, ça fait 200 ans. C'est une vraie
premier parti politique. Le mardi soir, 3 mars, à la fin de Super Tuesday, il y aura 2 candidats qui vont diriger la campagne démocrate contre Trump. Bernie Sanders, c'est pas un démocrate, c'est un socialiste, il fait pas partie du Parti démocrate. Et Bloomberg, qui était maire républicain modéré. Et donc après 200 ans, le Parti démocrate, particulièrement après le contrôle des gens les plus puissants du pays, la mafia Clinton et le groupe Obama, qui est très très dur, eh bien ils ne seront plus des joueurs ici. Ce sera un socialiste et un républicain. Pour moi, c'est étonnant. Et ça vous montre à quel point les progressistes et les libéraux du Parti démocrate sont allés. Trump a tellement démantibulé leur façon de réfléchir qu'en 3 ans, ils sont seulement obsédés par Trump. Et j'ai vu ça quand j'étais en Europe. Il y a tellement de progressistes, de libéraux qui sont déclenchés par Trump qui ne peuvent plus réfléchir correctement sur ce qu'est la politique. Le Parti démocrate a tenté de le détruire par des enquêtes, par la destitution, et ce mardi-là, Trump, il va gagner parce qu'il aura face à lui un socialiste et un républicain. Mais regardez, et les Clinton, les Obama, ils seront à l'extérieur en train de regarder ce qui se passe. Le maire Pete Buttigieg, ils ne peuvent pas jouer à cette échelle-là. Ce qui va se passer mardi soir, la primaire, ça va mener à une élection nationale. Je crois qu'il va y avoir 12 ou 15 États qui vont voter. 35-38% des délégués vont décider en un seul soir. Il faut être du Maine jusqu'à la Californie. Il faut avoir des opérations de taille énorme et énormément d'argent. Et c'est Bloomberg qui apporte l'organisation, la technologie, les données et un capital énorme. Et Bernie, il a tout ce qu'il a. Est-ce que vous avez été surpris par le succès initial de Pete Buttigieg, Mayor Pete? Écoutez, j'aime bien en fait Buttigieg parce que c'est un officier de la marine qui était volontaire pour aller en Afghanistan. Trump et Obama, c'était des personnages McLuhanesques. Ils sont arrivés à un moment et comprenaient les moyens modernes de communication. Obama, il a ce charisme, il a la capacité de se relier aux gens. Il est arrivé à un moment... Obama, il a fait une campagne populiste. C'est un populiste anti-guerre. Il a galvanisé les gens. On pouvait le dire très très tôt dans la campagne quand on allait dans ces petits meetings dans l'Iowa, dans le New Hampshire. Il a galvanisé les gens. Les gens sortaient de ces meetings en disant « J'ai pris ma décision ». Trump, c'était différent, mais d'une même manière. Le maire Pete Buttigieg, il est sincère. C'est un consultant McKinsey, il est boursier Rhodes. Oui, il vient d'une petite ville. Il a fait l'université Notre-Dame, une petite université catholique, mais c'est un patelin, il y a 100 000 habitants. Et son père était membre du corps enseignant là-bas. Ce que l'on voit chez Pete Buttigieg, et c'est ce que l'on voit ces derniers jours, la préférence sexuelle n'a aucun rôle dans cette campagne. C'est lui, sa politique. Et la grande question pour les gens du côté démocrate, c'est est-ce qu'il est suffisamment dur pour s'attaquer à Trump? Quand vous regardez comment ça joue entre Bernie Sanders, il a 77-78 ans et c'est un grincheux, mais il est soutenu par beaucoup de jeunes. Il a Alexandria Ocasio-Cortez avec lui. Pete, il prend tous les seniors, tous les vieux. Il peut être vu comme le bon petit gars d'à côté avec qui j'aimerais que mon fils fasse équipe. Mais il a fait une campagne extraordinairement intelligente. Mais pensez à un petit maire d'une petite ville américaine. Bon, il a gagné quelques trucs, il a gagné l'Iowa. Les gars de Bernie étaient très en colère parce qu'ils ont pensé qu'ils s'étaient fait niquer, là. Mais il a fait vachement bien dans le New Hampshire. Il était vraiment ex-aequo. Dans Nevada, Nebraska, il est en bonne position. En situation normale, ce serait lui et Bernie. Mais l'élément perturbateur, c'est Bloomberg. Bloomberg va arriver avec l'argent, le capital, il va dire « Hey, moi je peux battre Trump ». La plus grande inquiétude pour les gens du côté démocrate au sujet de Pete Buttigieg, aussi honnête qu'il soit, est-ce qu'il peut se mesurer à un prédateur de la taille de Trump? Donc, il faudra voir. La sénatrice du Massachusetts, Elizabeth Warren, est-elle, selon vous, déjà hors jeu?
Voilà, au sujet des médias mainstream aux États-Unis, pendant les 2 dernières années, les médias mainstream ont mis l'accent sur Biden et Warren. Même Bernie Sanders disait, mais non, il ne le respectait pas, c'était Biden-Warren. Biden serait plus progressiste, elle avait tous les dossiers, professeur Harvard, et c'était un gars d'Obama. Et pendant 18 mois, c'est tout ce qu'on entendait. Et voilà pourquoi je suis tellement opposé aux médias mainstream qui sont paresseux. Au début, Iowa et Hampshire, des États blancs. Biden est terminé, il est foutu parce qu'il n'avait pas d'argent. Warren est terminé aussi. Et là, on a passé 18 mois avec les médias mainstream en nous disant que ces deux-là étaient importants. Ils n'ont pas suivi suffisamment ces 2 candidats. Ils ne se sont pas rendus compte que, en politique, on le voit avec Macron, les gens doivent vous aimer. Il faut que vous soyez aimable. Et pour toutes sortes de raisons, ils ne se sont pas reliés suffisamment aux gens. Dans le New Hampshire, ça fait partie du Massachusetts. Le marché télé, c'est Boston. Les gens le savent très bien parce qu'ils le voient tous les jours. Elle a eu 9% des votes. Donc, sa candidature, elle est terminée, tout comme celle de Biden. C'est un choc pour beaucoup de démocrates qui suivaient ces élections. Mais ils n'ont même pas réussi à passer les deux premières élections. Et Pete Buttigieg, il a eu son moment, mais c'est Bloomberg qui arrive. Donc c'est une course à 3 têtes. Et Pete Buttigieg va être submergé parce que dans une campagne nationale, le 3 mars, il n'aura pas suffisamment de choses, il n'aura pas suffisamment d'argent. Bloomberg a dépensé déjà 400 millions de dollars. 400 millions de dollars, c'est plus que tous les autres candidats réunis, multipliés par 3. C'est un montant incroyable d'argent. Donc, Warren et Biden ont terminé leur course. Nous continuons à écouter cet entretien que vous a accordé Steve Bannon. Frédéric Martel, alors quid des Républicains et de Donald Trump, puisqu'il a été en quelque sorte la marionnette de Steve Bannon. Oui, on ne sait pas qui a été la marionnette l'un de l'autre, mais il faut être aimable, dit Bannon. C'est vrai que Trump n'est peut-être pas tant que ça. Il a été son ami, il est devenu son conseiller spécial, puis il s'est fâché avec lui. Il a été renvoyé de la Maison-Blanche et il se serait depuis, nous dit-il, rabiboché. Je lui ai demandé quelle devrait être, selon lui, donc la stratégie de Donald Trump dans cette élection. Lui, Steve Bannon, qui a contribué en 2016 à sa victoire dans les dernières semaines sur le fil. J'aime beaucoup la pression. Je suis rentré dans la campagne en 2016. C'était un moment décisif. Il restait 90 jours et il était 10, 12, 14 points en arrière. Il y avait beaucoup de gens qui arrivèrent, qui repartaient de son QG de campagne. En 2018, j'ai fait le tour du pays avant d'aller en Europe et de faire mes choses en Europe. Et j'ai dit que si on perdait la Chambre des représentants, il y aura la destitution. Ils ne m'ont pas suffisamment écouté. Je pense que le président Trump va gagner. Mais ça sera quelque chose de quotidien. On n'a jamais vu une chose comme Bloomberg arriver dans la course. Trump n'aurait pas pu être en destitution si Bloomberg n'avait pas mis les 100 millions de dollars sur la table. Par exemple, Bloomberg a détruit la NRA, l'Association nationale des gens possesseurs d'armes à feu. Il a monté ces associations dans chaque ville, avec aussi les groupes de mères de famille. Et il a réussi à casser la NRA avec ses avocats généraux de gauche, comme Laetitia James à New York, qui mettent en place des grands jurys et qui vont faire juger des responsables de la NRA. Donc il a déjà attaqué les grandes institutions de la droite. Il a le marché des capitaux, il connaît les données mieux que tout le monde. Donc lui, il apporte les données, l'organisation, la technologie, et pas de l'argent des donateurs, mais de l'argent à lui, à un montant incroyable. Pour Trump, ça va être simple. Savoir avec ce qui se passe en France, avec le populisme et la droite.
Trump va gagner cette fois-ci avec les électeurs de Bernie Sanders, comme on l'a fait en 2016. Les électeurs de Bernie se sont fait niquer par Hillary Clinton. Mon film Clinton Cash a montré la corruption et le capitalisme de copinage du clan Clinton. Et beaucoup de gens de Bernie, ça les a fait chier. Ils ne sont pas venus voter. Et la clé, là, c'est comme je le dis maintenant, c'est que le capital de Bloomberg et la faction de Wall Street des démocrates vont niquer Bernie Sanders. Et ils ne lui montrent aucun respect, ces gens-là. En l'Iowa, ils n'ont pas dévoilé les résultats des sondages et ils voulaient recompter les votes. Les démocrates le haïssent parce qu'il ne fait pas partie du Parti démocrate. Trump peut gagner en mettant l'accent sur les populistes de gauche qui ne sont pas d'accord avec nous sur le plan politique parce que nous, on vient d'un monde plus entrepreneur, plus déconstructif de l'État. Mais ce que nous disons, vous nous haïssez, d'accord, mais les gars qui sont vraiment le problème, c'est les mondialistes néolibéraux de Wall Street. C'est eux le problème. Venez avec nous et on peut peut-être gagner 10 à 15% de ces voix-là. Et c'est comme ça que Trump va gagner. Mais je veux dire à votre public, si vous pensez que 2016 c'était dur, ça va être l'élection la plus dure, la plus méchante de l'histoire de la politique américaine, y compris 1860, quand le président Lincoln l'a remporté avant la guerre civile. On est au mois de février. Les attaques personnelles, vraiment les histoires de coupe-gorge, ça va continuer pendant 18 mois. Ça ne va pas être simplement comme ça va être personnel, ça va être méchant, ça va être cruel. Quel est l'état de vos relations avec Donald Trump? Il m'a appelé l'autre jour, il a tweeté là-dessus. Je suis son meilleur élève. Je passe 24 heures par jour. Moi, je suis populiste, je suis nationaliste. Vous m'avez vu en France, en Europe, pour tenter d'aider autant de causes que je pouvais là-bas. Pour le Parlement européen, moi, j'ai soutenu Marine Le Pen. Elle a gagné plus de voix que Macron. Elle est très bien positionnée pour aller de l'avant, que ce soit Bolsonaro au Brésil, Modi en Inde. Je les soutiens, je suis prêt à soutenir tous les groupes de ce genre-là. Je devais revenir en novembre en Asie et en France. J'ai dû annuler à cause de ce procès en destitution. Et je passe tout mon temps sur 2020. Parce que si on ne gagne pas la réélection ici, ça va définitivement avoir un impact important mondialement sur le mouvement populiste nationaliste. Si on n'avait pas gagné en 2016, le Brexit n'aurait jamais eu lieu. Le gouvernement May, Theresa May et Boris Johnson, on le voit. Mais le Brexit avait besoin de notre soutien. S'il y avait eu Hillary Clinton, parce que Obama a déjà dit pendant la campagne, lui, il était pour rester, pour que le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne. C'est pour ça que Trump et le mouvement Trump est tellement important et je passe 20 heures par jour à travailler là-dessus. Bon, il y a une mise en garde, parce que maintenant, vous me connaissez depuis plus d'un an. Je mets l'accent sur la Chine. Et jusqu'à ce que l'on résolve le problème du Parti communiste chinois, les gilets jaunes, c'est causé par cette situation horrible en Chine. Les Chinois trichent. Macron et ses gars, Obama, Clinton et Kerry, tous ces gens autour de l'accord de Paris, tout ça qui prenait comme point de départ que la Chine allait jouer le jeu. Et les Chinois ont dépensé je ne sais pas combien de millions de dollars pour les centrales à charbon. Ils ne font rien pour leur empreinte carbone. Et pendant ce temps-là, Macron impose des impôts sur le diesel, sur les ouvriers, pour payer pour tout ça. Ce n'est pas simplement en France, c'est dans le monde entier. C'est les mondialistes qui tentent de faire ça. La Chine, pas le peuple chinois, parce que ce sont les gens qui travaillent le plus au monde. Le Parti communiste chinois a un rôle énorme et il a un impact quotidien sur la vie quotidienne des Français et des Américains, même avant la pandémie. Je passe énormément de temps pour faire des émissions, faire du travail avec des groupes indépendants, du Turkestan oriental, de libérer le Tibet, les groupes de Mongolie, les gens de Hong Kong. Je suis très impliqué dans toutes ces manifestations. Ça fait une grande partie de mon temps. Mais là, maintenant, si Trump n'est pas réélu, ça sera vraiment un grand recul pour tous ces gens-là. Quel est l'état d'esprit de Trump, selon vous? Comment est-ce qu'il va dans cette élection présidentielle?
Je l'ai dit précédemment au Washington Post. Votre public doit mettre les choses en contexte. Pendant 3 années, ça a été vraiment un assaut concentré sur Trump. Des gens comme moi ont dû faire face à des tas de poursuites. Et puis, il y a eu ce processus de destitution, il y a eu ce projet d'attaque sans cesse, incessante contre Trump. Maintenant, il est beaucoup plus conscient de ce que ça signifie d'être président. Il comprend la puissance de la présidence, comment la mettre en œuvre et qui doit la mettre en œuvre. Donc vous êtes ici aujourd'hui, Dr Martel, et on a vraiment la fonte des grands médias de Washington, parce qu'ils disent « Ah, c'est Trump déchaîné », parce qu'il était contre les cours de justice. Et j'ai dit à ces gens-là, vous devez vous habituer à ça. Oui, il est furieux. Il va devenir encore plus furieux. Et il a le droit de l'être, de la façon dont ils l'ont poursuivi avec ses projets de destitution. Et lui, il se sent vraiment aux commandes aujourd'hui. Vous voyez les attaques qu'il y a aujourd'hui? Bloomberg, par exemple. Bloomberg fait tout ce qu'il peut pour ne pas respecter Trump. Il questionne son intelligence. Il l'appelle jamais Monsieur le Président, il dit Donald, simplement pour le titiller. Et Trump sait exactement ce qu'il faut faire. Il sait qu'il aura plus de votes populistes nationalistes pour attirer les électeurs de Bernie qui déchanteront. Et si les libéraux et les progressistes et les médias mainstream et l'ordre établi de cette ville ne sont pas à l'aise avec Trump jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont encore rien vu. Il est capable de garder son sang-froid. Vous savez, Trump a le sang-froid. Il va mettre l'accent sur, véritablement, la campagne. Il n'y aura pas de prisonniers. On est en février, vous avez vu la méchanceté, le côté vicieux que l'on voit simplement dans les 100 derniers jours. Franchement, c'est pour ça qu'on me fait rentrer, parce que c'est ma spécialité. Moi, je suis arrivé parce qu'il reste 90 jours et je suis très très bon à donner des coups. Vous êtes ici à 8 mois de l'élection, ça va être très très intense. La voix de Steve Bannon que vous avez interviewé, Frédéric Martel, il était traduit par Michel Zlotowski et on retrouve Steve Bannon dans un portrait que vous avez fait de lui dans l'Obs cette semaine, Frédéric. Absolument, 3 pages du ex-Nouvel Observateur qui s'appelle maintenant l'Obs.